Voilà, je pense que c'est très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup pour votre présence. Donc ce webinaire, nous allons ce matin, l'animer à 2 voix. Voilà, donc moi, vous me connaissez, hein, Sophie Rochoux, référente petite enfance à la Caisse d'allocations familiales, et je propose à ma collègue, Jennifer Garnier de se présenter avant de démarrer ce webinaire. Donc, bonjour à toutes. Donc, je me présente, je suis Jennifer Garnier, je suis conseillère thématique, conseillère technique thématique, donc à la CAF en charge de la parentalité et de l'animation de la vie sociale sur le département et je suis également référente du site monenfant.fr. Merci. Est-ce que le diaporama passe bien? C'est bon pour vous? Oui. C'est bon, Oui, c'est Jennifer? bon. Merci. Oui, c'est bon. Merci C'est bon. beaucoup. Donc la première information que je voulais, vous donner, il s'agit de la loi Egalim. Alors la loi Egalim, elle date du 30 octobre 2018, donc pour une alimentation saine, durable et accessible à tous. Et pour vous, au sein des structures petite enfance, dans le cadre de la mise en œuvre de cette loi, à partir du 1er janvier 2025, vous ne pouvez utiliser que des matériaux qui répondent à des critères santé et de durabilité définis par les autorités françaises. Donc vous avez un type de matériaux, qui pourront être autorisés pour la vaisselle utilisée en restauration collective, en tant que contenant pour la préparation et le service auprès des enfants. Donc je vous ai mis la liste des matériaux de vaisselle non conformes à cette loi, donc le copolyester, le polypropylène, la mélanine, le silicone sauf polytétine et le bambou, et toutes les matières végétales qui font appel à des colles, des solvants ou du talc. L'interdiction s'applique à tous les contenants alimentaires en plastique utilisés en crèche, donc ce que vous aviez au niveau des assiettes, des gobelets, des boîtes, des couverts, des contenants de stockage. Et avec cette loi Egalim, vous pouvez utiliser le verre, l'inox et la céramique. Donc cette interdiction, elle fait suite au fait qu'il y avait des risques pour la santé. Le plastique pouvait contenir des substances chimiques qui pouvaient migrer dans les aliments, notamment lorsqu'ils sont chauffés. Et ces substances pouvaient avoir des effets néfastes sur la santé, en particulier chez les jeunes enfants dont le système immunitaire est encore immature. Mais également un impact environnemental, avec la production de plastique qui génère de nombreuses émissions de gaz à effet de serre et qui contribue à la pollution des océans. Donc en réduisant l'utilisation de plastique à usage unique, nous limitons notre empreinte écologique. En conclusion, l'interdiction des contenants alimentaires en plastique en crèche est une avancée majeure pour la santé et l'environnement. Elle marque un tournant dans la manière dont nous concevons l'alimentation des jeunes enfants et encourage l'adoption de pratiques plus durables. Donc, je vous ai renoté sur cette slide le plancher des ressources du barème national des participations familiales en EAJE à compter de janvier 2025. Donc, un plancher de ressources fixé à 801 € par mois et un plafond de ressources mensuelles à prendre en compte de 7 000 €. Suite à quelques contacts que j'ai pu avoir avec, des responsables de structures ou, des gestionnaires, j'ai repris quelques slides par rapport à la circulaire 2024-149 sur le renforcement du financement du temps de travail hors présence des enfants au sein des EAJE-PSU. Donc pour rappel, l'instauration d'un financement par la branche famille de 3 journées pédagogiques par an et par structure dès 2024. Il s'agit d'un maximum de 3 journées. Vous pouvez tout à fait décider d'en appliquer 1 ou 2. Le quatrième principe de la Charte nationale pour l'accueil du jeune enfant énonce que travailler auprès des tout-petits nécessite des temps pour réfléchir, se documenter et échanger entre collègues et avec d'autres intervenants. Le neuvième principe de cette charte nationale pour l'accueil du jeune enfant précise également que le jeune enfant suscite chez les adultes qui s'occupent de lui des émotions, des pensées positives ou négatives qui rejaillissent dans leur attitude, souvent à leur insu. La nature et la puissance de ces réactions sont différentes selon la place, la fonction et le rôle occupé vis-à-vis des enfants. Il est essentiel d'en avoir conscience, d'en parler, d'y réfléchir entre professionnels pour réajuster sa pratique.
Les journées pédagogiques constituent des temps de réflexion entre professionnels, en dehors de la présence des enfants, pour ajuster l'organisation, les pratiques pédagogiques, rédiger ou réviser le projet d'accueil, mettre à jour les connaissances relatives au développement du jeune enfant. Elles peuvent, par ailleurs, être l'occasion d'organiser des séances d'analyse de la pratique, en complément de celles qui sont organisées tout au long de l'année. Elles associent tout le personnel. La présence des personnels placés auprès des enfants est requise lors des journées pédagogiques. La présence des personnels de l'équipe technique, cuisine, ménage, sera favorisée, sans être toutefois obligatoire, notamment en fonction des thèmes retenus pour les journées pédagogiques. Elles peuvent être organisées, ces journées pédagogiques, à l'échelle d'un réseau ou d'un territoire et réunir différents modes d'accueil dès lors qu'elles prévoient la participation de l'ensemble des personnels des établissements concernés. Elles peuvent être l'occasion d'une réflexion sur la place des parents dans la structure, voire permettre un temps d'échange avec des représentants des parents, par exemple en préfiguration de la mise en place d'un conseil d'établissement. La journée pédagogique réunit les personnels pendant une durée correspondant à la durée habituelle du travail des personnels au sein de l'établissement. Seules les journées pédagogiques, organisées du lundi au vendredi et hors jour férié, font l'objet d'une prise en charge par la CAF, sauf si les salariés sont invités à travailler exceptionnellement au titre de la journée de solidarité. Dans ces derniers cas, la journée pédagogique pourra également être prise en charge. Ce sont donc des journées de fermeture au public, pour lesquelles votre CAF va compenser l'intégration des pertes et recettes résultant de l'absence de facturation aux familles et de PSU versés. Il s'agit d'une compensation financière de 10 heures par place. La CAF verse donc à la structure à la fois sa part de PSU et de participation familiale perdue par la fermeture de la structure. L'effectivité de la réalisation des journées pédagogiques déclarées sera vérifiée dans le cadre des contrôles en action sociale de la CAF. Ces journées pédagogiques correspondant bien à des temps de travail effectifs des professionnels. La matérialité de la réalisation de ces journées pédagogiques sera vérifiée par la production d'un justificatif daté de présence et absence des personnels de l'établissement, par l'extraction du logiciel de badgeage, une feuille d'émargement des professionnels. Voilà, ce sera bien la pièce justificative à conserver pour la CAF. Le logiciel de gestion et les heures aux familles devront indiquer qu'aucune heure réalisée ni facturée n'a été comptabilisée à la date de la journée pédagogique. Vous avez vu que le suivi des journées pédagogiques est maintenant intégré dans le système d'information Maya. Vous avez donc là, pour l'actualisation d'octobre 2024, vous avez déclaré le nombre effectif de journées pédagogiques que vous avez effectuées dans l'année, dans une case dédiée intitulée Nombre de journées pédagogiques. Et le système d'information plafonne à 3 le nombre de journées ouvrant droit à un financement par le biais de la PSU. Vous pouvez intégrer un chiffre supérieur à 3, mais en termes de participation et de soutien de la CAF, c'est bien plafonné à 3 journées. Donc vous avez pu déclarer la somme des journées qui ont été effectuées et celles que vous prévoyez d'effectuer d'ici la fin de l'année en cours. Les Sophie, sommes, oui, je me permets de vous interrompre. Il y a Madame Lardin qui a levé la main pour prendre la parole. très bien. Alors, Oui, j'ai une petite oui, question, excusez-moi je vous en d'interrompre comme prie, oui, ça, oui, mais elle me vient, donc je préfère la poser. bien sûr. Est-ce qu'il y a l'obligation, enfin voilà, j'ai eu cette demande, est-ce qu'il y a l'obligation d'organiser des journées pédagogiques ou pas par rapport à Alors, cette nouvelle oui. Alors, loi? c'est une très bonne question. Il n'y a pas d'obligation, Mhm. d'organiser, ces journées pédagogiques. Après, je sais que lorsque j'avais évoqué justement cette nouvelle participation de la CAF par rapport aux journées pédagogiques, je l'avais vraiment présenté aux gestionnaires, comme une valeur ajoutée, dans le sens où anciennement quand, lorsque je sais que vous, madame Lardin, au niveau de la DMR, vous avez toujours, enfin voilà, eu le souhait par rapport à la qualité de service d'organiser des journées pédagogiques. C'est Mhm. vrai que c'était à partir du moment où il y avait fermeture, par rapport à l'accueil des familles, c'était, une charge
financière aussi. Mmh. Donc là, c'est vraiment un plus, mais il n'y a pas d'obligation. La D'accord. question, pourrait se poser, pour Si. l'instant, je vous en parle vraiment comme de l'hypothétique, Mmh. pourrait se poser pour les structures qui sont suivies dans une démarche IDA, pour une forte sollicitation d'organiser au moins une journée pédagogique l'année qui suit. Mais là, Mmh. c'est encore, voilà, je c'est vraiment de manière, hypothétique. Mmh. Mais dans la circulaire 2024-149, non, non, il y a pas, en effet, il n'y a pas d'obligation. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors je sais plus où j'en étais dans la slide, ce qui est important Désolée. donc non, c'est pas grave, non, mais c'est bien. On est en petit comité donc c'est très bien aussi, et puis en plus comme ma collègue est présente, c'est vrai qu'à 2 c'est plus facile de voir les mains levées. Non, non, continuez comme ça, c'est très bien. C'est dynamique. Donc ce qui est important, c'est que les sommes correspondant aux journées pédagogiques vous seront versées en année N+1 en même temps que le solde de la PSU correspondant donc à l'année N. Et il n'y a pas, de versement d'acompte par rapport à ces journées, pédagogiques. Je vous ai remis également quelques éléments complémentaires par rapport à tout ce qui est financement du temps de travail hors présence, des enfants et par rapport aux heures de préparation à l'accueil de l'enfant. Donc, comme indiqué, précédemment, dans cette coche, donc pour, la période 2023-2027, il était donc prévu que les heures dites de concertation que l'on vous verse, jusqu'au 31 décembre 2024, allaient être orientées sur des heures de préparation à l'accueil de l'enfant. Donc avec un financement de ces heures de préparation à l'accueil de l'enfant à compter du 1er janvier 2025. Elles correspondent au temps dédié à la préparation de l'accueil de chaque enfant, à l'accueil et à l'accompagnement des parents et aux relations avec les partenaires rendus utiles par la situation singulière de chaque enfant. Pour tenir compte des nouveaux objectifs recentrés sur la préparation à l'accueil des enfants et l'accompagnement à la parentalité, les heures de préparation à l'accueil de l'enfant seront calculées sur la base du nombre d'enfants inscrits dans la structure et non plus en fonction du nombre de places autorisées, comme l'étaient les heures dites de concertation qui étaient basées sur votre agrément. Le nombre d'enfants retenus correspondra au nombre d'enfants inscrits ayant fréquenté au moins une fois dans l'année la structure. Je vous ai remis, une des slides que je vous avais partagées en octobre, puisque je vous avais, présenté, la prestation de service unique, que j'ai travaillé sous forme de diaporama et que j'applique, dans tout ce qui est démarche IDA. Voilà, donc au niveau de on va pas la redécrire, mais ça vous permet, voilà, d'avoir une slide, qui correspond bien à ce qui va être appliqué à partir de 2025. Donc pour exemple, une microcrèche qui avait un agrément de 10 enfants et qui, à partir de 2025, par exemple, a 30 enfants différents sur sa structure, elle va donc avoir des heures de préparation à l'accueil 3 fois plus importantes que ce qu'elle touchait, jusqu'à fin 2024. Alors, j'ai repris aussi les slides, ça m'a été, redemandé, par rapport à la réforme de la prise en compte du taux de facturation à compter de janvier 2025. Donc c'est une réforme aussi, extrêmement positive au sein de vos structures. Donc, on va pas reprendre tous les éléments puisque là, ce sont des slides que je vous avais partagés en octobre, 2000 du webinaire du mois d'octobre 2024 et je vous ai renvoyé le lien aussi donc, vous avez déjà ces éléments. Mais, ce qui est vraiment, important, c'est ces différentes slides que je vous avais déjà partagées. Elles reprennent, l'historique de la PSU jusqu'à cette réforme de prise en compte, de l'évolution du taux de facturation à compter de janvier 2025. Donc par rapport à tout ce qui était aussi accessibilité des structures petite enfance, à tous les enfants, avec la tarification aux familles proportionnée par rapport à leurs ressources, inciter à l'accueil de toutes les familles,
la prise en compte des conséquences de l'accueil des publics spécifiques par rapport à la perte de recettes avec la création du bonus inclusion handicap, du bonus mixité sociale. Donc, ces 2 bonus, bien sûr, perdurent à compter de janvier 2025. Ce qui est vraiment important par rapport à l'évolution de ce taux de facturation, c'est qu'elle vise bien à conserver les acquis du système actuel de financement et en corriger ce qu'on appelle les effets de bord. Et surtout, le nouveau mode de calcul de la PSU à partir de janvier 2025 va supprimer les effets de seuil dans la prise en compte du taux de facturation, ce qui va vraiment sécuriser votre niveau de recette. Si vous aviez jusqu'en 2024 établi votre prévisionnel avec l'objectif d'atteindre un taux de facturation inférieur à 107% et que vous dépassiez, ne serait-ce que vous obteniez un taux de facturation, et c'est arrivé dans une structure que je suivais en IDA, avec un taux de facturation à 107,2%, bah, bien entendu, vos recettes étaient diminuées puisque vous aviez une PSU qui était minorée. Donc c'est vraiment une belle avancée par rapport à ce calcul du taux de la facturation, avec le fait de supprimer cet effet de seuil de 107%. Donc le principe, ça va être un prix plafond progressivement dégressif à mesure que le taux de facturation va augmenter. La PSU horaire décroît de façon linéaire et sans rupture jusqu'à un plateau. Je vous ai remis aussi la slide, toujours par rapport à la PSU, qui permet directement, donc vous pouvez visualiser la manière dont est calculé un taux de facturation. Donc c'est une heure facturée sur les heures réalisées multipliées par 100. Lorsque le taux de facturation est inférieur ou égal à 107%, le prix plafond est constant. Il correspond à un montant déterminé dans le cadre de la communication du barème annuel de la prestation de service. Le prix plafond décroît de façon linéaire et progressive lorsque le taux de facturation est supérieur à 107% et inférieur à 120%. Un point de taux de facturation en moins, c'est 11 centimes en plus de prix plafond. Un point important, alors ça ne concerne pas les structures de la Haute-Marne, mais je vous le cite. À partir d'un taux de facturation supérieur ou égal à 120%, le prix plafond est constant et il correspond à un montant déterminé dans le cadre de la communication toujours du barème annuel de la prestation de service. Afin de limiter les situations de surfacturation des familles, le prix plafond associé au taux de facturation supérieur ou égal à 120% ne fera plus l'objet de revalorisation jusqu'en 2027 et il sera maintenu au niveau atteint en 2024. Donc là, je vous ai remis le tableau où on voit bien le point de taux de facturation en moins avec les 11 centimes en moins de prix plafond à partir de 107%. Et ensuite, votre PSU, elle est calculée sur la base de 66% du prix plafond. Est-ce que ça, c'est un sujet qui est relativement clair pour les personnes qui assistent au webinaire? Ou est-ce que les questions viendront en 2025 quand vous calculerez vos actualisations? Il n'y a pas de main levée, c'est bon? Donc, Madame Oui. Thiébaut dit que c'est très clair. Ah, merci. Merci Madame Thiébaut. C'est vrai que merci pour votre réaction. C'est vraiment une belle avancée, mais voilà, nos circulaires peuvent parfois être parfois un peu difficiles comment dire? Oui, à comprendre. Donc on a vraiment essayé de simplifier et d'être le plus pédagogique possible dans l'explication de cette belle avancée.
Au niveau des actualités de la CAF, donc là, sur ce webinaire, on va pas plus reparler des crèches AVIP et AVIS, mais bien vous rappeler qu'actuellement, nous sommes toujours sur le lancement de deux nouveaux appels à projets. Je vous ai mis le lien pour au niveau de notre site aller vers ces deux appels à projets, donc pour les crèches à vocation d'insertion professionnelle, les crèches à vocation d'insertion sociale. Donc pour rappel, nous avons 5 structures labellisées crèches à VIP en Haute-Marne actuellement, 5 structures labellisées crèches à vis en Haute-Marne, avec des structures qui sont labellisées à la fois crèche à VIP et crèche à vis. Et pour ceux ou celles qui sont présents au webinaire ou qui écouteront ce webinaire en replay, eh bien, nous espérons que vous aurez le souhait de rejoindre les autres structures labellisées à VIP et à vis sur le département. La semaine de la petite enfance 2025, donc la CAF de la Haute-Marne est à nouveau partenaire de l'association Agir pour la petite enfance pour l'édition 2025, avec un thème pour cette 12e édition de la semaine de la petite enfance qui se tiendra du 15 au 22 mars 2025. Ce thème est encore jouer à l'infini. Je vais vous lire les quelques phrases que je trouve très belles qui concernent ce thème, qui font écho à ce thème encore. Encore, un mot, un point d'exclamation et tant d'envie, tant d'émotions révélées. Encore est un mot qui s'adresse à l'autre, une injonction à recommencer, à revivre une expérience enrichissante qui a été proposée et appréciée. C'est le mot des tout petits. Lorsqu'un enfant me dit « encore », il formule plus qu'une demande. Il indique que ce que l'adulte lui propose répond à son besoin de découverte, d'exploration et de répétition. Dans un environnement propice à la créativité, les adultes peuvent se laisser aller eux aussi au plaisir de l'expérience et de la découverte et proposer des actions récompensées par les « encore » enthousiastes des enfants. Qui sait, l'inattendu pourrait bien provoquer chez les adultes aussi quelques « encore » surpris et joyeux. Donc, comme les années précédentes, la CAF étant partenaire de la Semaine nationale de la petite enfance, nous vous offrons donc vos boîtes pédagogiques. Vous pouvez bien entendu vous inscrire dès maintenant à cette Semaine de la petite enfance. Et nous vous proposons une visio de mobilisation qui se déroulera le 9 janvier prochain, de 10h à 11h. Je vous ai mis le lien Teams. Je vais bien sûr vous inviter également par mail. Et donc, cette visio de mobilisation permettra de présenter les outils mis à disposition pour cette nouvelle édition, les ateliers proposés, répondre à vos questions. Donc, pour finir, Madame, oui, pardon, Madame Rochou, je peux me permettre je vous en d'intervenir à prie. nouveau. Je J'ai vous une en prie. référente qui me faisait part justement quand elle a commandé la boîte pédagogique. Oui. Donc elle n'était pas gratuite. Alors, je vais faire remonter, merci de votre intervention, à Agir pour la petite enfance parce qu'on leur a bien donné le nombre de AJE sur le département, le D'accord. nom des structures. Donc, c'est et Elle m'en a parlé pas plus tard qu'hier, donc c'est pour ça que oui, je me permets de vous faire remonter cette information. ben, je vais voir avec eux. Alors, je sais que l'an dernier, pour certaines structures, ça apparaissait payant et je crois que Mm. c'était au moment où la personne validait que la gratuité apparaissait. Est-ce qu'autour de la table, il y a d'autres gestionnaires ou directeurs de structures qui se sont déjà inscrits à la semaine 2025 et qui ont eu ce souci? Moi, j'ai Florence Kiebo. J'ai inscrit le multi-accueil et il me semble que non, on n'a pas. Enfin, l'inscription s'est faite et on n'a pas eu de coût, de choses à payer D'accord. de mémoire. Parce que ça fait un moment que j'ai fait l'inscription. Par contre, j'ai pas encore fait l'inscription pour la micro-crèche, mais voilà. D'accord. Ben, je vais rappeler David Pinemont en fin de matinée et puis je reviendrai vers vous, Madame Lardin, pour
voir si D'accord, en merci. effet, il faut aller au-delà de, même si on voit, apparaître payant et qu'en fin de compte, la gratuité, Oui. apparaît après. Et je reviens vers Ouais, vous. mais là apparemment, bah, voilà, la gratuité n'est pas apparue, donc Est-ce que vous pouvez juste me citer la structure pour être, oui, sûre que c'est la microcrèche des Trois Forêts à d'accord. Arc-en-Barrois. Mmh, très bien. Bah, je le signale en fin de webinaire. Merci beaucoup. Sophie, Oui, Sophie, il y a également Madame Leblond qui souhaiterait prendre la parole. oui. Bonjour, bonjour madame Leblond. Je vous ai pas je vous écoute. Oui, bonjour. Juste pour vous dire aussi qu'on s'est inscrite également à la semaine de la petite enfance et que le kit était noté à 30 €. Il n'était pas non plus mis gratuit pour nous, donc on n'était pas sûr de le recevoir du coup. D'accord. Bon, bah, écoutez, donc ça fait plusieurs, pardon, votre inscription, vous l'avez faite à quel moment, madame Leblond? Oh, il y a 2 semaines à peu près. D'accord, oui, donc c'est bien, c'est bien après, le fait que j'ai envoyé tout le nom des structures du département de la Haute-Marne. Bon, bah, écoutez, je revois avec eux, donc mais en tout cas, je vous confirme que de toute façon, Merci. on vous offre bien les boîtes pédagogiques. Il y a aucun souci par rapport à ça, donc même si ça avait été facturé, ça vous sera remboursé de toute façon par, Agir pour la petite enfance, mais c'est pas le but, quoi. Il faut qu'on trouve une solution pour, que vous n'ayez pas à avancer, la somme. Les slides que vous connaissez sur l'expérimentation, parentalité, je vous les remets aussi parce que pour vous rappeler que, cette expérimentation, parentalité, donc proposée par la branche famille, il s'agit bien d'une expérimentation sur les années 2024 et 2025 avec le souhait, à partir de 2025 de pouvoir, pérenniser ce voilà, ces temps, ces temps d'accueil en individuel des familles. Vous rappelez aussi que, hem, beaucoup de CAF avaient répondu à cet appel, à projet de la CNAF. La CAF de la Haute-Marne a été retenue avec 9 autres CAF au niveau, national et c'est une belle expérimentation aussi. Nous avons, voilà, nous avons besoin de tous les partenaires de la petite enfance aussi pour, promouvoir cet accompagnement individuel à la parentalité et bah, vous, au sein des structures petite enfance, vous recevez, beaucoup de familles en préinscription qui ne vont pas forcément fréquenter vos structures. Donc c'est vraiment, intéressant aussi, et important qu'au sein de vos structures petite enfance, le flyer puisse être, à disposition des familles, à la fois les familles qui viennent en préinscription et puis les familles aussi qui fréquentent vos structures. Puisque même si vous avez un psychologue ou une psychologue qui peut proposer aussi des temps, d'accompagnement, individuel à la parentalité dans vos structures, ça peut tout à fait être un complément, pour les parents qui fréquentent vos structures, qui peuvent aussi, aller déposer leurs questions, leurs difficultés pour leurs adolescents également, puisque, l'UDAF accueille les familles, qui ont des enfants de tout petits jusqu'à 21 ans et au niveau de la margelle, ça concerne les enfants de 0 à 6 ans. Voilà, bah, écoutez, moi j'ai terminé, mon temps de parole, donc je passe le la parole à ma collègue et puis, bah, je peux continuer à faire dérouler le webinaire, Jennifer, si, Ah bah, je vous remercie Sophie. Donc, lors de votre, précédente rencontre avec Madame Rochoux, il avait été évoqué, le souhait de plusieurs, personnes, d'entre vous, donc d'avoir un rappel sur, monenfant.fr, donc un petit rappel sur, ce qu'est le site monenfant.fr, l'habilitation des différentes structures et la mise en ligne des disponibilités en place d'accueil. Donc on va rebalayer, ces thématiques ensemble. Donc, monenfant.fr, c'est un site de référence donc qui met en lien, l'offre et la demande en termes, d'accueil, du jeune enfant. Donc il a été créé par, la branche famille en 2009.
Donc avec plusieurs objectifs. Donc le premier, celui d'aider les nouveaux parents à se renseigner sur la parentalité et la petite enfance. Le second est de faire connaître les différents modes d'accueil et les démarches pour la petite enfance. Et le dernier est de donner de la visibilité aux professionnels de la garde d'enfants et d'autres structures. Donc, le site est composé de plusieurs parties. Donc, dans une première partie, il s'agit d'un éditorial. Donc, dans cet éditorial, vous pouvez retrouver des articles qui sont classés pour les parents, mais également pour les professionnels de la petite enfance, donc selon vos besoins. Il y a également des dossiers thématiques, donc autour de multiples informations sur un sujet donné et des actualités nationales, donc en lien avec la parentalité, la petite enfance et la jeunesse, qui est diffusée par la branche famille ou les partenaires de la branche famille. Le deuxième service regroupe les services proposés aux parents, donc avec notamment la recherche géolocalisée donc, des structures d'accueil et des services existants donc, pour informer et accompagner les parents. Les parents peuvent également y retrouver un simulateur du montant de la prestation d'accueil du jeune enfant et du reste à charge, donc en crèche. Et ils ont également accès au formulaire de demande d'information en ligne qui permet aux parents d'être contactés par un professionnel de l'accueil du jeune enfant, donc notamment par les animatrices des relais petite enfance. Et le dernier groupe de services, donc ce sont les services proposés aux professionnels, donc que ce soit les assistants maternels ou les gestionnaires de mode d'accueil et services aux parents. Donc, pour pouvoir vous connecter ou vous inscrire sur le site monenfant.fr, pour faire valider donc leur agrément pour les assistantes maternelles et mettre à jour les informations donc, de vos structures ou de l'assistante maternelle et également de renseigner vos disponibilités. Donc, il y a plusieurs acteurs qui sont concernés par le site monenfant.fr. Donc, les parents, donc pour trouver, c'est la slide dessous, voilà. Pour trouver un mode d'accueil pour leurs enfants et connaître le coût de ce mode d'accueil, d'être mis en relation avec un conseiller et d'accéder aux informations éditoriales. Donc, il est également utilisé par les professionnels, donc que ce soit de l'accueil ou de l'accompagnement. Donc, pour être référencé sur le site de Mon Enfant, mettre à jour vos informations, renseigner vos disponibilités. Il est également utilisé par différents partenaires, donc que ce soit des partenaires locaux, internes, des partenaires techniques, donc pour être référencé et être mis en relation avec les parents, et également utilisé par les agents de la CAF et de la CNAF. Donc, pour avoir une vision des données sur notre département, répondre et accompagner au mieux les professionnels qui nous sollicitent et maintenir à jour les données professionnelles des professionnels et du site, donc que ce soit en termes de données des structures d'accueil petite enfance, mais également au niveau du suivi des agréments des assistants maternels. Donc après, je vous ai rappelé donc de façon synthétique les différents utilisateurs du site avec leurs objectifs. Donc, les premiers utilisateurs restent les parents. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande d'actualiser régulièrement les informations concernant vos différentes structures, parce que l'objectif, c'est de fiabiliser les données qui sont diffusées sur le site monenfant.fr et fournir et offrir aux parents des informations de qualité et actualisées régulièrement. Donc, l'objectif des parents, c'est de se renseigner sur la petite enfance, donc avec des informations utiles dès la grossesse jusqu'à l'adolescence, d'accéder aux informations sur les différents modes d'accueil, donc que ce soit des modes d'accueil collectifs, individuels ou des services d'accompagnement, et accéder à des informations sur leurs droits, donc droits auxquels peuvent prétendre les parents. Il y a également l'objectif de trouver un mode d'accueil adapté à son enfant, donc via la recherche localisée pour trouver une structure d'accueil de proximité, accéder aux disponibilités des structures d'accueil, mais également des assistants maternels et des outils de simulation, et être mis en relation avec un conseiller. Donc, c'est ce que je vous disais préalablement avec la demande en ligne pour être accompagné dans son parcours de recherche de place d'accueil.
Donc, le site monenfant.fr s'adresse également aux professionnels, donc comme plateforme de référencement, donc pour se référencer en tant que professionnel, donc en l'occurrence gestionnaire de structure ou directeur, directrice de structure d'accueil du jeune enfant. Donc, être référencé sur un site national, ça nous permet également d'avoir une visibilité de l'offre disponible, tant au niveau national qu'au niveau local. Et ça vous permet aussi de créer, de mettre à jour votre compte. Et aussi donc de pouvoir traiter toutes les demandes d'informations sur les modes d'accueil quand vous êtes sollicité par des parents qui vont sur le site monenfant.fr et qui prennent le premier contact avec les différentes structures. Et le dernier gros pilier de monenfant.fr, ça s'adresse aux partenaires avec l'outil de mise en relation avec les parents. Donc, se référencer également, vu que c'est la première chose qu'on vous demande, c'est d'être référencé en tant que partenaire ou professionnel, d'avoir un accès donc, à un site national et des informations nationales, donc que l'on soit relais petite enfance ou lieu d'information, et la mise en relation avec les parents. Donc, l'objectif principal de ce site, c'est bien de mettre en lien l'offre et la demande en termes de petite enfance sur notre territoire. Donc, est-ce que vous avez déjà des questions par rapport au volet général du site monenfant.fr? Est-ce que vous avez déjà tous orienté des parents ou des choses comme ça auprès du site monenfant.fr, ou c'est pas quelque chose que vous utilisez régulièrement? Au niveau du réseau, on l'utilise pas forcément, honnêtement. Bah, je vous remercie pour votre réponse. Et on n'a C'est très pas clair. Ouais, non, c'est vrai. Même les parents, ils passent pas forcément par le site pour venir nous rencontrer. D'accord. Pas encore. Donc, on a un gros travail effectivement de communication à faire, je pense. Moi, de mon Ok. côté, c'est Madame Cordobar. De mon côté, moi, je les envoie souvent quand ils appellent et qu'ils demandent mais je vais payer combien et que je ne peux pas leur faire la simulation parce que j'ai pas leurs ressources, j'ai pas accès au CDAP. Souvent, je leur dis, bah, allez sur monenfant.fr, il y a un simulateur. Donc, ils découvrent le site par ce biais-là, souvent. D'accord. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec la personne qui est intervenue avant. C'est rarement par monenfant.fr qu'on a les contacts avec les parents. D'accord. Et moi, je voulais vous redemander, parce que j'ai essayé de me connecter et j'ai pas de code d'accès, je peux rien faire en fait. D'accord. Bah, on va revoir ensemble. Je vais vous présenter la partie sur l'habilitation des structures pour D'accord. Ok. donc notamment vous créer votre compte, et aussi ce qui engendrera sur la dernière étape de présentation du site monenfant.fr qui concerne la mise en ligne des disponibilités des places d'accueil, qui est une obligation. Et donc, on refera un point ultérieurement sur chacune des structures et les personnes qui sont habilitées à apporter des modifications pour qu'on puisse actualiser les informations. D'accord. Ok. Merci. Mais Oui. de rien. Et si je peux juste compléter, Jennifer, dans le cadre de mes différentes démarches IDA, systématiquement, il y a un paragraphe sur monenfant.fr, et je dirais que quasiment systématiquement, il y avait en effet des éléments qui n'étaient pas mis à jour, ce qui concerne, par exemple, sur l'accueil des enfants, l'accueil inclusif des enfants porteurs de handicap. Pour une structure, une adresse mail qui n'était plus la bonne. Pour une autre structure, même un contact téléphonique qui avait changé, un numéro de téléphone qui n'avait pas été actualisé. Donc c'est vrai que ça, c'est des éléments qui en effet sont importants à mettre à jour sous monenfant.fr. Oui. Je passe à l'autre slide. Ah oui, je veux bien, je vous Oui. remercie.
Donc, la deuxième partie concerne l'habilitation des structures pour la mise en ligne des informations concernant chacune de vos structures. Donc, pour pouvoir être habilité, il faut déjà créer un compte sur le site monenfant.fr. Donc, en général, c'est à la charge de la directrice ou du directeur de l'établissement qui crée un compte sur monenfant.fr si ce n'est déjà pas le cas. Donc, en renseignant des informations sur la structure et l'inscription est validée auprès de la CAF, donc à ce qu'on appelle le back-office au niveau monenfant.fr. On vérifie donc que la structure est déjà bien existante sur le territoire, qu'elle n'est déjà pas référencée et que les informations sont cohérentes. Donc ensuite, la deuxième étape, c'est le référencement de la structure. Donc les informations sont validées. Donc avec la vérification et la mise à jour des informations générales, donc telles que le nom, l'adresse, les contacts, les capacités d'accueil, les modalités d'accueil. Et donc après, là, c'est le 3 et le 4, on reviendra dessus ultérieurement. Et une fois donc que vous avez saisi votre demande de création et le référencement de votre structure, donc il y a une convention d'habilitation qui a complété au niveau de la CAF, donc entre la CAF et le gestionnaire. Et c'est à ce moment-là où le gestionnaire renseigne les personnes à habiliter. Donc il est important de bien noter que chaque personne qui est habilitée doit avoir une adresse mail spécifique. On ne peut pas habiliter plusieurs personnes sur une même adresse mail. Donc, la mise à jour est demandée de façon régulière, donc avec l'actualisation des données. Donc, il est important de mettre à jour les disponibilités, donc les changements de modalité de contact. Donc, si vous avez un changement de numéro de téléphone, d'adresse mail, de site mail, des modifications au niveau de vos capacités d'accueil. Donc, si vous avez un changement de projet pédagogique avec l'accueil des enfants en situation de handicap, tout ça, il faut bien l'abonder pour pouvoir illustrer cette plus-value sur votre structure. Et donc, c'est également sur cette fiche structure que vous saisissez, que vous allez renseigner si vous bénéficiez ou non du label AVIP ou AVIS. Donc, je vais me permettre de partager mon écran pour vous montrer sur une base test les informations qu'on vous demande au niveau national pour gérer votre structure. Alors, j'arrête le partage, c'est ça, et je vous laisse la main. Oh oui, vous pouvez l'arrêter, autrement j'aurais repartagé et puis Ah, bah, allez-y, je vous laisse. D'accord. Voilà, je vous remercie. Donc normalement, là, vous devez voir apparaître un écran gris avec des bandes bleues sur votre écran. Sophie, est-ce que vous pouvez me confirmer? Oui, Oui, c'est bon, oui. voilà. Donc en fait, ça, c'est le volet CAF. Donc que vous voyez, que la CAF voit quand vous saisissez des informations. Donc dans un premier temps, si ça fonctionne. Donc, on va créer une structure pour que vous puissiez voir la démarche qu'on a à faire. Donc là, en l'occurrence, on va faire un EAJU ensemble. Donc, on le crée. Donc, ça, c'est tout ce qu'on vous demande au niveau des informations de la fiche structure pour être référencé sur le site monenfant.fr. Donc, les informations à renseigner, donc vous avez le nom de votre structure. Donc, on va mettre des choses très simples. Donc, votre numéro de téléphone à bien enregistrer pour pouvoir être contacté. Donc, votre adresse mail. Donc, éventuellement, si votre structure est rattachée à un site Internet, donc vous saisissez le site Internet. Donc, votre type d'accueil, donc si vous êtes un multi-accueil, une crèche, une halte garderie, on va partir sur un multi-accueil. Et donc, c'est ici que vous saisissez si vous êtes labellisé ou non structure à vocation d'insertion professionnelle. Donc, soit vous cochez oui, soit vous cochez non. Donc, c'est bien quand elle se met en surbrillance rouge que vous êtes validé. Donc là, vous avez la possibilité de saisir l'éditeur qui transmet les disponibilités de l'établissement si vous faites appel au TDA. Donc, on reverra ultérieurement. Et là, vous avez des informations donc, à saisir sur votre, adresse de structure.
Hop. Après, vous avez une partie sur la présentation générale de vous en tant que gestionnaire. Donc là, vous pouvez présenter, si vous êtes un gestionnaire qui gère plusieurs structures, décliner les structures qui sont gérées par le même gestionnaire ou présenter la structure que vous gérez de façon générale. Donc, vous avez, je ne sais pas, 3 salles à disposition, un espace de rangement, un espace de nuit. Bah, vous présentez votre structure. Donc, hop. Et- Excusez-moi, Jennifer. Et je Oui. pense que justement, ça peut être dans cette présentation de la part du gestionnaire que la labellisation AVIS peut être valorisée, puisque comme on est sur une labellisation départementale, je ne pense pas qu'on va la retrouver. Vous nous avez bien montré AVI. Oui, à avis, vocation parce que c'est nationale. Voilà. voilà. Parce que c'est national. Mais Oui, alors là, je c'est pense que ça peut être la valorisé. présentation générale du gestionnaire. Je pense qu'il faudra plus le valoriser dans l'onglet présentation de la structure et de son projet. D'accord, très bien. Et ça serait plus pertinent de le mettre D'accord. à cette. De toute façon, vous voyez bien, il n'y a pas d'astérisque sur gestionnaire et présentation de l'équipe. Donc, ces 2 onglets ne sont pas obligatoires à la complétude. Mais bon, c'est mieux, plus vous abondez d'informations et mieux le parent se sent accompagné. Donc la même chose sur la présentation de l'équipe et après on en vient à la présentation donc de la structure et de votre projet. Donc notamment si vous accueillez ce qui est mis en place pour accueillir des enfants porteurs de handicap, si vous bénéficiez d'un label AVIS, les choses comme ça. Donc pareil, vous êtes limité au nombre de caractères. Et après, vous avez les informations pratiques, donc votre capacité d'accueil. Hop. La tranche d'âge des enfants que vous êtes en capacité d'accueillir, donc jusqu'à l'âge. Donc pensez à bien changer la deuxième partie parce que bien souvent, c'est des erreurs qui sont bloquantes et donc vous pouvez pas poursuivre. Donc là, vous avez une petite précision pour décliner davantage ce que vous mettez en place donc, au titre de l'accueil d'enfants en situation de handicap. Donc, vous pouvez décliner si vous mettez en place un projet d'accueil spécifique avec la famille, comment c'est mis en place, comment les besoins de l'enfant sont pris en compte et comment ça s'intègre dans la vie de la structure et de la collectivité. Ensuite, vous pouvez préciser si oui ou non vous fournissez donc les couches et les repas. Donc, toujours avoir la case en surbrillance rouge pour que ce soit validé. Et après, vous renseignez donc les informations concernant vos jours et horaires d'ouverture au public. Donc, soit vous êtes ouvert uniquement sur rendez-vous, donc ou alors vous avez la possibilité d'accueillir le public sur les heures d'ouverture de votre structure. Donc, par exemple, on va faire une structure qui est ouverte de 7h30 à 18h. Vous avez également la possibilité de rajouter une deuxième pause. Donc, par exemple, pour la halte garderie qui est fermée le temps de midi. Donc, vous pouvez marquer que vous êtes ouvert de 7h30 à midi et de 13h30 à 18h, par exemple, pour montrer aux parents qu'il y a bien une pause méridienne. Vous avez la possibilité, donc si vous sélectionnez la première case et que vous voulez dupliquer ces horaires, vous avez juste à appliquer ces horaires et ça duplique automatiquement sur les autres jours d'ouverture. Et donc, si vous avez des modalités à changer, par exemple, le vendredi, vous ne travaillez que le matin, vous faites le moins et ça vous retire votre deuxième plage horaire. On vous demande également de renseigner des informations sur vos périodes de fermeture. Donc, c'est des périodes approximatives. Donc, en général, les structures sont fermées 3 semaines durant l'été. Donc, préciser, soit c'est en août, soit c'est en juillet pour donner un ordre d'idée à la famille. Ou alors, s'il n'y a pas de période de fermeture, vous cliquez ouvert toute l'année. Donc, on va dire qu'on est ouvert toute l'année. Et après, vous arrivez à saisir vos disponibilités. Donc, c'est cet onglet-là que vous allez devoir compléter si vous n'avez pas d'éditeur de gestion qui fait de gestion qui fait le lien entre monenfant.fr et votre logiciel de gestion. Donc, c'est très simple d'utilisation. C'est toujours à J+3. Donc là, comme on est le 17, on ne peut pas renseigner de place avant
3 jours. Donc, la première place disponible, on va dire qu'elle est disponible le vendredi après-midi. Donc, on renseigne qu'elle est disponible et le nombre de places qui sont disponibles. Donc, vous êtes fermé le samedi et le dimanche et on passe à la semaine suivante. Donc là, on marque qu'on n'a pas de place disponible. On y remplit tous les matins de la semaine prochaine. Et l'après-midi, on sait que le lundi après-midi, on a 2 places qui se sont libérées parce que c'est les vacances scolaires et qu'il y a moins de monde. Hop, Excusez-moi, oui. pour compléter le tableau, il n'y a pas moyen de mettre les places à peu près la tranche d'âge, parce que sur un multi-accueil, on peut avoir une place disponible, mais préciser que c'est une Non. place de grand, Non, par exemple. c'est une évolution qu'on a demandé aux gestionnaires du site monenfant.fr pour apporter des précisions. Et donc, normalement, ça doit évoluer à la prochaine migration qui a lieu au cours du premier semestre 2025, parce que plusieurs structures nous ont sollicité en disant que, bah oui, il y a des places de disponibles, mais comme l'âge des enfants n'est pas renseigné, il y a des sollicitations qui ne peuvent pas être honorées. Oui, c'est ça. Ok. Donc, tout à fait. Donc, c'est pris en compte par l'éditeur de monenfant.fr et des évolutions vont être apportées. Donc, on ne manquera pas, par le biais de Madame Rochoux, de vous tenir informé lorsque cette possibilité sera mise en œuvre. Ok. Merci. Voilà. Merci à vous. Donc là, c'est pour les disponibilités et après, donc, vous retournez avec les modalités concernant les conditions d'admission, les modalités d'inscription. Donc là, pareil, ce sont des zones obligatoires pour la saisie et la validation. Donc, les modalités tarifaires, donc c'est obligatoire qu'elles sont calculées en fonction des ressources et du nombre d'enfants à charge. Donc là, on vous demande de renseigner les financeurs de la structure, au même titre que précédemment. Donc, à savoir si vous êtes une structure qui bénéficiait de la PSU ou si vous êtes une structure dite CMG. Voilà. Et les conditions d'accès, si toutefois vous n'en avez, parce que ce n'est pas une obligation, mais par exemple, il y a certaines structures qui n'accueillent que les gens, que les parents d'enfants qui résident dans leur agglomération, dans leur communauté de communes. Donc là, vous pouvez le spécifier. Et d'autres structures mettent aussi des conditions d'accueil par rapport au lieu de travail de leurs parents. Et après, vous enregistrez votre fiche structure qui va être généré sur le site monenfant.fr. Donc ça, c'est toutes les informations concernant votre fiche. Donc, on va essayer de la retrouver. Voilà. J'avais fait un test. Donc, une fois que votre structure est gérée, donc vous allez dans gestion des structures. Quand vous êtes un gestionnaire qui a plusieurs structures à gérer et que vous êtes habilité à gérer, donc vous recherchez le nom de votre structure dans nom et vous avez sur le petit bouton action, vous avez la possibilité de modifier. Donc, vous n'allez pas avoir supprimé, c'est que la main de la CAF qui l'aura. Et donc, il faudra bien vous reconnecter sur votre fiche structure pour saisir vos disponibilités d'accueil. Voilà pour la partie édition des structures de votre fiche structure, ce qui vous permet après d'avoir la main sur les informations de votre structure et de l'actualiser. Donc, on va rebasculer sur le PowerPoint. Le voilà. Vous le voyez bien? Oui. Ok. Donc là, ça va se chevaucher avec la suite parce que c'est à cheval entre l'habilitation des structures et la transmission d'informations des places d'accueil. Donc, comme je vous l'ai dit
préalablement, donc à l'issue de ce temps d'échange, il y aura un mail qui sera adressé à chaque structure, donc où je vous informerai donc de l'état des lieux des habilitations actuellement sur le site monenfant.fr. Vous informer donc la structure qui est référencée, les personnes qui sont habilitées actuellement et vous adresser donc une annexe à la convention qui a déjà été établie il y a de longues années pour certaines structures. Pour que vous puissiez nous la retourner si toutefois il y a d'autres personnes donc, à habiliter ou des personnes à supprimer, pour que nous, on puisse avoir un fichier, un listing des personnes habilitées donc, des différentes structures à jour. Donc, si toutefois, donc, à l'issue de ce temps d'échange, vous vous rendez compte que toutes les personnes qui devraient être habilitées et pouvoir accéder à ces informations ne le sont pas, donc il faudra bien nous répondre sur la boîte mail du service Action sociale, donc pour qu'on puisse procéder à la modification donc, des personnes concernées. Et donc, petite précision, l'annexe est à compléter directement par le gestionnaire de la structure et non par le directeur ou la directrice de l'établissement. Donc, si c'est une gestion communale, c'est bien le maire qui doit signer l'autorisation des personnes à habiliter. Donc, je vais poursuivre avec la mise en ligne des disponibilités donc des places d'accueil. Donc, cette obligation vient en lien avec le décret. Donc, Madame Rochoux, vous avez présenté à un autre webinaire donc, qui est relatif au relais petite enfance et à l'information des familles sur les disponibilités d'accueil en établissement du jeune enfant, et notamment avec la loi ASAP. Donc, le but, c'est d'améliorer donc les solutions proposées aux partenaires, donc en l'occurrence vous, établissement d'accueil du jeune enfant, pour mettre en place ce qu'on appelle le TAD, c'est la transmission automatique des disponibilités d'accueil ponctuelles en crèche depuis votre logiciel de gestion. Donc, l'obligation de la mise en ligne des disponibilités en place d'accueil est en lien avec la loi ASAP, donc, qui a été promulguée au mois de décembre 2020 et donc qui oblige les EAJE à communiquer par voie électronique leur disponibilité d'accueil ponctuelle. Donc, cette obligation se fait par deux vecteurs. Donc, soit vous le faites de manière manuelle, donc comme je vous ai présenté sur votre fiche structure, soit vous avez la possibilité de l'envoyer directement depuis le logiciel de gestion des EAJE pour un affichage directement sur monenfant.fr. Donc, l'obligation de mise à jour des disponibilités, elle doit se faire 3 fois par semaine si c'est fait par un logiciel, donc c'est automatique, vous n'avez rien à faire, ou au moins une fois par semaine si c'est vous qui le saisissez. Donc, en fait, en tant que gestionnaire de crèche, vous indiquez vos disponibilités depuis votre logiciel de gestion ou sur votre fiche structure. Lorsque le parent effectue une recherche de structure avec un critère de date sur monenfant.fr, vos disponibilités apparaissent sur le site et à ce moment-là, le parent peut prendre contact auprès de la structure. Donc, on voulait refaire un petit focus avec vous sur ce qu'on entend par place d'accueil ponctuelle. Donc, la disponibilité d'accueil ponctuel, c'est une place qui est disponible rapidement pour une nouvelle famille sur des journées ou des demi-journées au cours de la période allant de J+3 à J+30. Donc, en général, cette disponibilité, elle résulte d'une absence prévue, donc qui est particulière ou sur une certaine durée d'un enfant qui occupe une place régulière. Ce sont des places qui ne seront pas attribuées dans le cadre de procédures habituelles de la structure, notamment sur les commissions d'admission des collectivités. Donc, c'est le gestionnaire, donc vous, qui indiquez les disponibilités qu'il souhaite afficher parce qu'il ne faut pas que ça impacte votre organisation avec votre personnel et votre capacité d'encadrement.
Donc, si vous voulez ne pas valoriser les places, c'est à votre regard d'indiquer qu'il n'y a pas de disponibilité. Donc, ce service, il n'a pas pour objectif de remettre en cause le processus d'attribution des places de crèche existantes. Ça reste à votre charge avec les commissions d'attribution, vos listes d'attente. C'est vraiment offrir une capacité d'accueil ponctuelle pour valoriser et optimiser l'occupation de vos places. Donc, les effets qui sont attendus sont multiples et s'adressent à plusieurs personnes, donc autant pour les enfants que pour les gestionnaires et pour les parents. Donc, l'objectif général, c'est améliorer la visibilité des disponibilités des places d'accueil en crèche au bénéfice des parents, des enfants et des établissements. Donc, pour les enfants, ça permet d'avoir la possibilité d'être accueillis au sein d'un accueil collectif, de se sociabiliser de façon ponctuelle, de bénéficier d'une première sensibilisation à un accueil collectif et d'avoir des parents plus sereins, soutenus dans leurs besoins et démarches. Pour vous, en tant que gestionnaire, ça vous permet de gagner en visibilité, donc d'optimiser le taux d'occupation de votre structure, de conserver la maîtrise totale du volume des places mises en visibilité et de mettre vos disponibilités en temps réel. Et pour le volet parent, donc ce service permet de consulter les disponibilités à court terme, vu qu'on renseigne les disponibilités de J+3 à J+30, de répondre à des besoins d'accueil temporaire, d'accéder à un mode d'accueil qui semble inaccessible, notamment en lien avec les structures qui ont des listes d'attente, et d'avoir une première approche et de faire connaissance avec l'établissement. Si toutefois le parent veut placer l'enfant ultérieurement au sein de cette structure. Donc, au niveau de la transmission automatique des disponibilités, donc j'ai mis au féminin parce que c'est majoritairement des femmes qui sont directrices. Donc, vous avez la possibilité soit de renseigner manuellement vos disponibilités sur votre fiche structure, soit d'envoyer donc vos disponibilités via le logiciel de gestion. Donc, à l'heure actuelle, il y a peu de gestionnaires, d'éditeurs pilotes qui ont acté définitivement cette transmission automatique. Donc, c'est propre à chaque structure. Donc, à l'heure actuelle, les éditeurs qui permettent cette transmission automatique des disponibilités, on retrouve AIGA, ICAP, OptiCrèche et ICO, donc YKO. Il y a d'autres éditeurs de gestion qui ont été contactés, mais il n'y a pas encore de retour vu que c'est quelque chose qui est en plein essor et en plein développement. Si toutefois vous... Oui, Oui, allez-y. pardon Jennifer, juste pour préciser. Alors c'est vrai que nous avons plutôt des directrices de structure, mais nous avons là lors de ce webinaire un directeur de structure petite enfance qui est présent aussi. Voilà, c'est juste pour l'anecdote. Oui, c'est pour ça que j'ai rectifié en disant que j'avais mis directrice parce que majoritairement c'était des femmes, mais effectivement j'ai vu Monsieur Bourgeois. Oui. Voilà. Donc, si toutefois votre structure aimerait que ce soit que la transmission automatique se fasse en lien avec votre éditeur de gestion, donc vous pouvez contacter directement votre éditeur de logiciel, donc afin qu'il fasse le lien avec l'équipe monenfant.fr pour voir comment adapter son logiciel en conséquence et que la transmission se fasse automatiquement. Donc, en sachant que même si cette transmission se fait automatiquement par le gestionnaire, l'éditeur de logiciel, la directrice ou le directeur a quand même la main dessus pour valoriser ou non des absences qu'il veut, des places disponibles qu'il veut valoriser ou non sur le site monenfant.fr. Donc, l'objectif est encore rappelé, donc ça vous permet d'avoir une plus grande visibilité de votre structure auprès d'un public qui parfois recherche des places ponctuelles pour X ou Y raison en complément du dispositif AVIP et AVIS. Et ça favorise donc l'accès au mode de garde collectif pour les enfants qui n'en bénéficient pas. Et donc là, on vous a rappelé les différentes étapes de validation de l'envoi des disponibilités par le gestionnaire. Donc,
vous avez en tant que responsable, directeur, directrice de structure, connaissance de places d'accueil ponctuelles. Donc, après avoir vérifié, validé votre effectif présent, donc vous faites le circuit habituel. Donc, vous contactez donc, les familles qui fréquentent déjà votre structure pour savoir si elles seraient intéressées par des places vacantes. Si vous n'avez pas la possibilité d'offrir cette place qui s'est libérée à une famille qui fréquente déjà votre structure, vous pouvez saisir donc manuellement ou via votre logiciel les places que vous souhaitez valoriser sur monenfant.fr. Et donc là, c'est rappeler que la promotion des places disponibles est à la charge donc, du gestionnaire. La CNAF préconise qu'il y ait quand même une vérification manuelle des données avant envoi sur mon site monenfant.fr. Mais du coup, nous, on ne valide rien du tout. C'est vraiment vous, en tant que responsable de structure, qui valorisez le nombre de places. Nous, on n'a pas d'étape intermédiaire à faire. Et une fois que vous validez donc, ce transfert de données, donc 2 places disponibles, la famille peut contacter la directrice ou le directeur pour convenir des modalités d'accueil et éventuellement de convenir d'un rendez-vous préalable. Voilà pour la transmission automatique. Donc, comme je vous l'ai dit avant de présenter cette transmission automatique, transmettre les places d'accueil ponctuelles est une obligation, donc qui résulte de l'article 100 de la loi ASAP. Donc, c'est vraiment une obligation. Après, à l'heure actuelle, donc, il y a des gros travaux qui sont faits pour que ça soit automatisé pour le confort de tous, autant pour vous en tant que gestionnaire de structure que pour nous, pour alléger la validation. Mais voilà. Donc, l'objectif, c'est que ce soit actualisé et que cette mise à jour soit régulière. Est-ce que vous avez... Ah, je vois Madame Thiebaud, je vous écoute. Au final, je pense que ça concerne quand même très peu de places parce que c'est vrai que quand on a des disponibilités, on s'adresse déjà aux familles qui fréquentent la structure et qui en ont besoin. Et enfin, accueillir comme ça un enfant à la dernière minute, enfin, j'ai du mal à voir combien de familles ça peut concerner, quoi, au final. Oui, alors il y a certaines structures qui vont pas du tout être impactées parce que voilà, vous avez dans vos pratiques quotidiennes le fait d'avoir cette veille de places disponibles pour des familles qui fréquentent et qui viennent, qui ont un emploi du temps plus souple, donc qui peuvent venir à la place d'un autre. Donc ça, c'est très bien. Et auquel cas, vous pouvez sur votre fiche structure marquer que vous n'avez jamais de place. Ouais. Mais après, voilà, ça s'adresse aussi à d'autres structures. Donc, nous, on est très rural, on est très proche de nos familles, donc sur notre département. Après, c'est vraiment un dispositif qui, à la base, a été créé pour optimiser le taux d'occupation de grandes structures qui avaient des vacances de place et qui se sont rendus compte qu'effectivement, cette vacance pouvait servir à d'autres familles qui n'avaient pas l'opportunité. Voilà. Donc, effectivement, on sait très bien que nous, sur notre territoire et sur notre département, vous avez cette veille et cet accompagnement des familles qui se fait en amont. Donc, nous, on vous demande juste, comme c'est une obligation, de renseigner que vous n'avez pas de disponibilité si ça arrive très, très peu souvent. Oui, ouais. Voilà. Dans le cadre... Pardon. Dans le cadre de la démarche IDA, c'est vrai que j'ai l'occasion de suivre des structures qui sont plus en difficulté en termes de leur taux d'occupation. Et là, cette transmission automatique des données fait partie des objectifs à mettre en place. Donc, ça concerne quand même sur le département quelques structures qui n'ont pas de liste d'attente et qui ne parviennent pas à optimiser leur taux d'occupation. Après, si vous avez à l'issue de ce temps d'échange d'autres questions concernant les modalités d'habilitation, la mise à jour des informations concernant vos structures ou toutefois d'autres informations sur la transmission automatique des places d'accueil, n'hésitez pas à me solliciter donc directement sur mon adresse mail ou sur l'adresse mail du service Action sociale. Je ne manquerai pas de vous accompagner.
Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques concernant monenfant.fr ou on peut poursuivre? Donc, nous allons poursuivre donc, avec le dernier point qu'on voulait évoquer avec vous lors de ce temps d'échange. Ça concerne les offres de services du travail social. Donc, au sein du service Action sociale, nous avons des collègues qui sont conseillères sociales et donc qui accompagnent des familles autour de différentes étapes, des événements de vie. Et donc, on voulait vous représenter de façon assez généraliste parce que les conseillères s'adaptent aux besoins de chaque famille et à chaque situation de vie plus particulièrement, mais on voulait vous montrer l'offre de manière globale. Donc, la première offre s'appelle l'offre séparation. Donc, elle s'adresse donc à des allocataires qui déclarent une séparation et qui ont au moins un enfant de moins de 20 ans à charge. Donc, il y a des requêtes qui sont émises par la CAF. Donc, on regarde ce qu'on appelle les faits générateurs qui sont enregistrés donc, dans les dossiers allocataires. Et donc, quand il y a un fait générateur séparation, le dossier est pointé sur une liste et les conseillères sociales prennent contact avec cet allocataire. Et donc, l'objectif de ce temps d'échange, c'est de faire un point sur les droits CAF. Donc, parce que comme il y a un changement de situation familiale, ça a une incidence sur les droits. Donc, elle balaye également avec l'allocataire les démarches sur les procédures à mener, donc que ce soit au titre des pensions alimentaires, de la médiation familiale, ce qui concerne les accords parentaux, les juges aux affaires familiales. L'organisation de la vie quotidienne est également abordée durant ce temps d'échange. Donc, c'est un temps d'échange qui peut être téléphonique ou un rendez-vous physique. Donc, sur l'organisation de la vie quotidienne avec les enfants, autour du travail, le logement, la gestion du nouveau budget donc, qui est modifié suite à cette séparation et donner donc des renseignements d'ordre plus général donc au titre du domaine professionnel auprès des différents organismes qui pourraient répondre aux besoins de l'allocataire pour faire face à cette séparation. La deuxième offre de service s'adresse aux familles qui sont touchées par le décès d'un enfant. Donc, qui s'adresse donc aux parents ou un tiers qui recueille un enfant qui déclare le décès d'un enfant de moins de 25 ans ou suite à malheureusement une naissance sans vie enregistrée à l'état civil, donc qui soit bénéficiaire ou non de prestations familiales. Donc, si le parent n'est pas encore allocataire, il peut toutefois bénéficier de cet accompagnement. Donc, les objectifs de ce temps d'échange et de cette offre de service, donc, c'est de refaire un point sur les différents droits versés par la CAF, donc, face à cet événement de vie, donc, avec les différentes aides, avec les allocations familiales, le point sur la page, sur la prime d'activité, le RSA, et obtenir des informations sur les différents organismes professionnels qui peuvent répondre aux besoins des parents ou du tiers recueillant durant cet événement. La troisième offre de service concerne le décès du conjoint. Donc, c'est également donc, des requêtages. Donc, lorsqu'un allocataire assume la charge d'au moins un enfant de moins de 20 ans qui déclare le décès du parent de l'enfant, il est également accompagné par les conseillères sociales de notre service. Donc, avec un point sur les différents droits, sur l'organisation donc, de la vie quotidienne et des renseignements donc, sur les organismes ou les professionnels qui peuvent accompagner l'allocataire face à ce décès. La quatrième offre de service donc, s'intitule Parents seuls. Donc, elle s'adresse aux personnes qui sont isolées majeures, donc de 18 à 34 ans, célibataires qui perçoivent ou non des prestations familiales avec charge d'enfants, y compris les adoptions et ou les déclarations de grossesse. Et donc, durant ce temps d'accompagnement, l'objectif, c'est de faire valoir et régulariser les droits auxquels peut prétendre cet allocataire, donc favoriser une organisation familiale compatible avec la réalisation de projets favorables à son insertion professionnelle et sociale et permettre aux familles de valoriser leurs compétences et favoriser leur autonomie.
Donc, il reste 2 offres de services qui sont proposées donc, par le service du travail social. Donc, il s'agit de l'offre impayée de loyer. Donc, ça s'adresse aux familles qui sont bénéficiaires d'un droit à une prestation de logement, donc familiale, donc ce qu'on appelle l'ALF, qui sont signalées en impayé de loyer en location ou en accession à la propriété. Donc là, pareil, c'est un requêtage qui est fait en fonction donc des informations qui nous sont transmises par nos différents partenaires. Et donc, l'objectif de cet accompagnement, donc, c'est de favoriser le maintien de cette famille ou de cet allocataire dans le logement, de cette famille dans le logement en sécurisant sa solvabilisation. Donc, dans le loyer des paiements, d'accompagner ces familles dans la communication avec les propriétaires et la mise en place d'un plan d'apurement et d'évaluer la situation familière et la capacité d'assumer les charges incompressibles, notamment en termes de loyer et de factures d'électricité. Et la dernière offre que l'on propose, c'est l'allocataire qui déclare une grossesse, donc qui bénéficie d'un accompagnement intitulé Première naissance. Et donc, les objectifs de ce temps d'échange et de cet accompagnement, c'est de faire le point sur les futurs droits CAF, donc à cette famille en construction, donc notamment au titre de la prestation d'accueil du jeune enfant, et d'obtenir des renseignements sur les professionnels autour de l'arrivée de l'enfant, donc que ce soit la sécurité sociale, la PMI, et des structures qui peuvent accompagner donc, cette famille en termes de besoins de garde sur le secteur, donc notamment avec le relais petite enfance, ça n'a pas été modifié, les différentes modalités d'accueil du jeune enfant, donc que ce soit en accueil individuel ou collectif, et également une approche des différents services en ligne proposés par la CAF, donc sur le caf.fr et le monenfant.fr. Voilà, donc on voulait vous rappeler donc l'étendue des offres de travail, de services de travail social et donc de l'accompagnement fait aux allocataires ou non allocataires. Merci beaucoup, Madame Garnier. C'est vrai que c'est intéressant pour vous, en tant que gestionnaire et directeur de structure, de connaître ces différentes offres de services pour pouvoir éventuellement les relayer aux familles qui fréquentent vos structures par rapport aux accidents de la vie et aux moments plus difficiles qu'ils peuvent traverser. Est-ce que vous avez les uns les autres des questions qui resteraient en suspens par rapport aux différents thèmes et aux différentes slides qui vous ont été présentés? Bien, comme proposait Madame Garnier, ou également comme je vous le propose aussi, vous pouvez aussi revenir vers nous lorsque vous reprendrez connaissance du diaporama qui vous sera envoyé. On voit pas de main qui se lève, pas de... Non. Très bien. Bah, écoutez, si c'est bon pour vous, voilà, on vous propose de clore ce webinaire. Je vous souhaite, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Et puis, voilà, on se reverra en 2025 autour des questions d'actualité de la petite enfance. Bah, merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée, bonne fête de fin d'année. Merci. Merci pareillement. Merci.